le livre de Raymond Bellour, L'Entre-Image, le deuxième tome, dont le sous-titre c'est Mots, image, et on comprend que de la trilogie des livres de Bellour, ce soit celui qui soit le plus souvent sur ma table. Raymond Bellour, que j'ai d'abord connu par Henri Michaud, le travail d'édition qu'il a fait pour Michaud. Un texte qui est dédié à Gilles Deleuze, un long texte d'une 40aine de pages qui parle beaucoup du triptyque de Bill Viola, que certains d'entre vous connaissent dans le nouveau musée des Beaux-Arts de Nantes. Et dans le dernier tiers de ce grand texte qui s'intitule La chambre, il y a tout simplement une accumulation de ce qu'on pourrait nommer compression, de faire exister l'idée de chambre quand elle s'impose au premier plan dans des films, dans des livres. Et voilà ce que ça donne. Alors on comprend que, évidemment, ça me touche de plus que près dans la mesure où ce qui m'entoure ici, chambre d'écriture, devient aussi chambre du partage, du dialogue. Et évidemment, de lire quelques minutes d'extrait de cette longue liste de chambres, bien évidemment pas en intégrale que déploie Raymond Bellour, pas du tout sans penser à ce qui s'approche sur le site d'un atelier en ligne, d'un nouvel atelier en ligne. Ce sera hiver 2018 et le thème ce sera construire une nouvelle. Raymond Bellour. Mots, images, la chambre. Il y a ainsi la chambre des enfants de René-Louis Desforêts. Le héros silencieux s'y tient tout au long derrière la porte de la chambre, mais participe à son espace, écoutant un dialogue déroutant où il est dit, parmi tant d'autres choses, que cette chambre n'a jamais été que par fiction, le lieu où s'exerce le règlement. Il y a la chambre 19, cette chambre d'hôtel où une femme sagement mariée, Susan Rowling, arrive un jour comme par un trop de désœuvrement. Elle y retournera peu à peu chaque jour. Elle y demeure, silencieuse, quelques heures l'après-midi, assise dans un fauteuil bas près de la fenêtre, comme dans une chambre de Hopper. Son mari la fait suivre, croit à un amant que la femme ne peut désavouer. Il avoue à son tour une liaison, et cela la fait rire, qu'il lui propose une partie carrée. Un temps, conte Doris Lessing. La femme renonce à la chambre, fin de s'occuper à nouveau de ses enfants. Un jour, elle y retourne, ouvre le radiateur à gaz, se glisse pour la première fois sous le couvre-lit taché de sperme et s'endort. Il y a dans l'église de la Chaise-Dieu une salle étrange, vaste de proportions, où l'on s'entend mal d'une extrémité à l'autre, mais si les amants se tournent dos à dos dans les deux angles opposés de la pièce, ils s'entendent murmurer les mots indiscrets qu'ils n'osent alors se dire et qui se croisent au plafond sur une ligne imaginaire et pourtant si réelle. Il y a les deux chambres de psychose. La chambre de la mère, où les objets gardent l'inflexion des voix chères qui se sont tues, et le lit, la trace en creux d'un corps proche. Quand on découvre cette empreinte à travers les yeux effarés de Lila Crane, on ne sait pas à quoi ressemble cette mère excessive, et l'énigme levée, on ne saura jamais si c'est dans son corps de fils ou son corps travesti de mère que Norman Bates se blottit sur ce lit. La seconde chambre est la chambre du motel. La 1, où Norman, soulevant de l'autre côté du mur le tableau qui masque un trou contre lequel son œil se colle, observe Marion Crane sous la douche, puis la tue à coups de couteau, faisant irruption dans la pièce après avoir revêtu la défroque de sa mère. Il y a la chambre où l'enfant rêve, d'un fourmillement tel de points lumineux qui l'attirent et dans lesquels il entre comme dans une matière en fusion, que c'est insupportable et qu'il crie jusqu'à ce que sa mère le réveille et le rendorme, restant contre lui dans son lit. Il y a cette chambre où Kafka écrit à Felice la nuit du 14 au 15 janvier 1913. J'ai souvent pensé que la meilleure façon de vivre pour moi serait de m'installer avec une lampe et tout ce qu'il faut pour écrire au cœur d'une vaste cave isolée,
On m'apporterait mes repas, et on les déposerait toujours très loin de ma place, derrière la porte la plus extérieure de la cave. Aller chercher mon repas en robe de chambre, en passant sous toutes les voûtes, serait mon unique promenade. Puis je retournerais à ma table, je mangerais avec ferveur, je me remettrais aussitôt à travailler. Que n'écrirais-je alors ? De quelle profondeur ne saurais-je pas le tirer, sans effort, car la concentration extrême ne connaît pas l'effort, sauf que je ne pourrais peut-être pas le faire longtemps, et qu'au premier échec, peut-être inévitable, même dans de pareilles conditions, je serais contraint de me réfugier dans un accès grandiose de folie. Qu'en dis-tu, ma chérie ? Ne te dérobe pas à l'habitant de la cave. Il y a la cave de Thomas Bernhard. Il y a la chambre où le corps du père est resté raide mort, comme M. Valdemar, dont la chair a été fixée par une drogue. Il reste là, offert à tous, d'un regard nul. Quand on l'enlève pour le mettre dans sa boîte, c'est à la mannequin de cire qu'il tourne entre les bras des exécutants et passe devant l'œil fixe du fils. Il y avait la chambre froide, immense, neutre, implacablement post-moderne de Robert Gober à New York, au D.I.A. Center for the Arts, où la forêt emprisonnée scrute avec ironie de ses murs photos peints et de ses fausses sources muets en évier, le visiteur qui erre tel un rat dans cette cage hors de proportion avec tout corps. Des pièges à rats sont disposés sous chacune des 4 fenêtres à barreaux, ouvrant sous un ciel d'illusions. Il y a cette chambre à soi que Virginia Woolf destine à toute femme. Il y a la chambre 6, où les amants trop nus s'enferment pour jouir d'eux-mêmes et de la vision des collines. Il y a l'espace indescriptible de celui qui ne m'accompagnait pas, de Maurice Blanchot. Pièce, salle, chambre, 1, 2 ou plusieurs petites chambres. Ces grandes baies vitrées qui ouvrent la vision ou renvoient un reflet. Cette région étrangement périlleuse, mais étrangement attirante du reflet, citation. Mais la vision se fixe aussi en deçà sur un point qui vacille, un point de lumière ambigu, dans le dialogue d'ombre et d'écho qui se joue entre je et son compagnon et quelqu'un, citation. Il faudra à travers ce point apaiser l'image, le fait d'être, fin de citation, à l'intérieur de cette image, pacifier ses paroles au nom de l'attrait d'un seul mot, écrire afin d'entrer peut-être dans un autre temps, passer là où il ne s'agirait plus d'apparence ni d'image. Il y a ce creux de la vague que les surfeurs appellent « the green room », la chambre verte. Gary Hale a cerné son mouvement tournant dans la dernière installation « the learning curve ». Le creux qui se déroule et se reforme indéfiniment sur un écran panoramique arrimé au bout d'un plateau immense qui se déploie lui-même à partir d'une chaise d'écolier offerte à un unique spectateur. Image d'une image, écriture-lecture transformée en vision de la vision d'une sorte d'espace ultime. Il y a la chambre 9 de la chambre d'à côté. Jamais sans doute un cinéaste n'avait comme Truffaut touché à ce point l'irréductible et le banal de la passion. Le hasard ordinaire qui fait se retrouver 2 anciens amants trop mal séparés, mais incapables de passer au-delà de la crise qui les reprécipite périodiquement dans la chambre d'hôtel, conduit à l'une des issues possibles. Quand Mathilde Beauchard, à peine ressortie d'une clinique psychiatrique, retrouve sauvagement Bernard Coudray dans la chambre, elle sort de son sac à revolver, étreint une dernière fois son amant, lui tire une balle dans la tête et se tue. Il y a la chambre de l'été, d'où l'on voit l'enfant et la mère, toutes les chambres de Marguerite Duras. La chambre d'écriture, les chambres d'amour. Il y a les chambres de torture de toutes les prisons du monde. Il y a la chambre de la mort qui passe par les couleurs du spectre. L'histoire d'Edgar Poe a ceci d'extraordinaire que pour défier la mort, l'horreur de la mort rouge qui règne alentour, un prince donne dans une abbaye fortifiée où il s'est retranché avec sa cour une fête somptueuse à travers une succession de salles évoquant une gigantesque installation. Les 7 salles sont disposées de sorte qu'on les découvre seulement une à une lorsqu'on y accède. Elles sont éclairées par un système de rayons projetés à partir d'un foyer extérieur à chacune des pièces à travers son unique fenêtre.
Chaque fenêtre est d'un vert coloré, dont la teinte répond au ton dominant de la décoration de la salle. On passe ainsi du bleu au pourpre, au vert, à l'orange, au blanc, au violet, mais la dernière salle est différente. Tout, rideau, tapis, y est noir. Et la fenêtre, écarlate, d'une couleur intense de sang. C'est là que pour clore le bal masqué, la mort frappe le prince et chacun de son masque vide. Thierry Kunsel avait songé à concevoir l'ensemble de son exposition du jeu de paume à partir de ce seul projet, inspiré par l'œuvre de Poe. Thierry Kunsel qui est très présent dans tout ce que dit Raymond Bellour. Ça me vaut aussi de figurer dans une des notes de bas de page de son livre. Thierry Kunsel, j'ai écrit un petit texte pour lui, publié par le Macval. Il y a cette installation rêveuse, Bedroom Chat, conçue par Hilary Radner et Robert Yarber à San Antonio, Texas. On y voyait dans une chambre, une vraie, avec son lit king size et ses tables de nuit, 2 téléviseurs à la place du couple et des oreillers. Quand il dort, elle parle. Quand il parle, elle dort. Et cela se complique un peu. L'homme et la femme se disent chacun, dans ces monologues-dialogues, ce qu'on ne dit jamais, surtout à l'autre. Mais qu'on ne se dit jamais aussi bien à soi que lorsque cela prend la forme d'une parodie des rumeurs de la télévision. Il y a ce voyage autour de ma chambre, bientôt suivi d'expéditions nocturnes autour de ma chambre qu'entreprend Xavier de Maistre en cette fin de siècle où Robertson conçoit sa fantasmagorie pour projeter les morts au milieu des vivants et son octographe pour étayer l'écriture des rêves. Il y a ce projet qu'eut Pérec de décrire toutes les chambres où il avait dormi. Il y a la chambre claire, elle abrite une image qu'on ne verra pas. Pour cacher cette image et y conduire, Barthes en convoque d'autres. Elles sont toutes hantées par une idée qui tient à l'éclat d'une sensation, le point de jouissance qui fige, l'image déjà figée, mais la déploie ainsi en mots qui tournent autour de ce point de lumière. Ce fragment de jouissance unit la pensée au temps qu'il suspend. Il y a comme revers la mort, ce temps d'arrêt qui suspend l'amour de la mer et emporte la chambre claire. La photo du jardin d'hiver qui permet à Barthes d'entrevoir la science impossible de l'être unique serait ainsi la version utopique d'un malheur photographique dont la chambre obscure ouvre la dimension sociale et mécanique en même temps qu'elle concentre la terreur du noir et de la chambre d'enfant. Et je reviens, si vous êtes là toujours, au début de cette partie que je voulais citer pour terminer avec Henri Michaud. Et ce que Raymond Bellour appelle la chambre littéraire. Nous y voilà. La chambre littéraire a un étrange privilège. Elle est en même temps plus réelle et flotte plus, et a par là peut-être plus de virtualité encore. C'est que la chambre de fiction renvoie alors souvent à l'irréel de la chambre réelle, la chambre d'enfant dans laquelle s'ouvre à la recherche du temps perdu, avec les ombres de Golo projetées par la lanterne magique, la chambre où le narrateur enferme Albertine pour préserver sa possibilité de disparaître, sa propre chambre où il la traque en imagination pour d'autant mieux la perdre. Ces 3 chambres et d'autres résonnent dans la chambre au mur de liège où un vrai Proust s'enferme pour rattraper le temps perdu et faire de sa chambre le lieu indécidable d'un secret. Ce temps de l'écriture, dit Blanchot, où il semble que c'est le temps lui-même qui, au lieu de se perdre en événements, se met à écrire. La chambre de Cathy dans Wuthering Heights, avec son lit intérieur clos comme une chambre dans la chambre, et ouvert par une fenêtre par laquelle pénètre, pour le narrateur comme pour Heathcliff, le fantôme qui détermine tout, et l'enfance à venir, et son impossible retournement. Cette fenêtre nous revient à travers celle de la chambre minuscule où dormait, et peut-être écrivait Emily Brontë, donnant droit sur le cimetière, avec ses murs couverts de dessins et de noms, aujourd'hui presque effacés, qui témoignent du temps où cette chambre était l'étude, la chambre où jouaient les enfants, en amont du jeu d'écriture si unique qui deviendra leur vie, la chambre de Michaud, petite chambre, insistante, de la nuit remue, par exemple, recueille ainsi la qualité de hantise des chambres d'hôtel répétées, entre lesquelles pendant plus de 20 ans, Henri Michaud a voyagé
vécu et écrit presque exclusivement. Il y a poursuivi les rêveries qui donnent à tant de ces textes l'aspect d'un théâtre de chambre, aux murs vacillant sous la pression d'événements aussi nombreux et imprévus qu'imperceptibles, tant ils témoignent d'un exercice mental. Une fois, Michaud a décrit cela, presque trop directement, dans un texte de Un certain Plume en 1930, intitulé La chambre, et qu'il n'a jamais repris, peut-être parce que l'effet visé y demeurait modeste, trop collé à sa réalité biographique. Il y a dans cette chambre trop étroite un mur en demi-cylindre, trop énorme, et une armoire insupportablement triste. Cette armoire, donc, cédant de la force de son imagination, il la précipite à terre, bien 10 000 fois. Il la pétrit, il l'émiette, la sort par la fenêtre, la fracasse contre toutes les cheminées, et à peine se reconstituait-elle, et elle se reconstituait immédiatement, comme font les choses désagréables, qu'il la fracassait à nouveau. Une mitrailleuse ne fait pas plus vite, ni plus souvent son tac-tac-tac-tac. Quant au mur en demi-cylindre, le héros de la chambre parvient à l'attraper à bras-le-corps et à le jeter par le toit. Il se reforme, évidemment, mais en moins cher, moins homogène, de sorte que la vie dans cette chambre sera devenue à peu près possible. Et il en va ainsi d'une seconde chambre, et de toutes les chambres où la nuit remue, de sorte que tous les événements du monde, passant du dehors à l'intérieur de la chambre, comme ils passent de cet intérieur-extérieur au dedans de la chambre mentale, du corps immobile en action, y acquièrent une qualité fantomatique tenant à leur vitesse, éternellement là, possible de n'avoir pas eu le temps de durer. Alors, petite balade à travers quelques-unes seulement de ces chambres. Il y a la chambre, et puis la chambre littéraire, mais ce « Il y a la chambre », Raymond Bellour le déploie sur 40 pages. Il y a aussi des textes fabuleux sur Chris Marker, vous savez, et Memory. Il y a aussi tout un ensemble, il y a beaucoup de choses sur Godard, mais aussi sur les notions que développe Gilles Deleuze dans l'image perception, l'image sensation, l'image mouvement. En fait, c'est tout simple de faire ces vidéos. Mais si nous, c'est pareil pour les copains, on ne prend pas le temps avant de chercher ce qu'on est en train de faire par cet outil, avec cet outil, et avec qui ça dialogue, comment ouvrir d'autres dialogues vers la littérature ou de la littérature, mais aussi du film ou vers le film ou en provenance de l'histoire du film. Là, en tout cas, on en a une part de ce dialogue. Et repensez bien à ces histoires de chambre, sur ce qu'on peut chacun de nous faire ou inventer ou construire de sa chambre littéraire. À la prochaine.